Krief. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, tous les yeux sont rivés sur Washington. Donald Trump doit s'exprimer dans une heure. Va-t-il réellement déchirer l'accord sur le nucléaire iranien comme il le laisse entendre? Si les États-Unis en sortent, cela signifie-t-il pour autant que Téhéran reprendra son processus d'armement nucléaire? En tout cas, il s'est entretenu cet après-midi avec le président Macron. Le président français aura-t-il fait entendre sa voix de modération? Dans un instant, nous faisons le point avec nos invités. De son côté, le gouvernement israélien encourage la Maison-Blanche à sortir de l'accord. Mais quel est son intérêt? Un conflit armé avec l'Iran n'est-il pas un très gros risque? Confronté à la présence iranienne à la fois en Syrie mais aussi au Liban avec le Hezbollah. Comment mesurer ce risque? On en parle à 19h30 avec l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Binoun. Bonsoir Rachid Mbarki. Les herbiers défient le PSG ce soir en finale de la Coupe de France. C'est un rêve éveillé pour les amateurs du tout petit club vendéen dont le budget annuel représente 3 semaines du salaire de Neymar. 73 000 spectateurs sont attendus au Stade de France pour voir cette rencontre improbable. Pierre-Yves Leroux, vous êtes au Stade de France pour BFM TV. Alors qu'importe le résultat pour les supporters vendéens, car c'est déjà la fête. Oui, bien sûr, la victoire elle est presque déjà là avec cette qualification au Stade de France d'une équipe de nationale face à l'ogre parisien. Et vous l'entendez autour de moi, il y a déjà de l'ambiance, il y a même des messages. Vous voyez, on vient braquer la Coupe de France. Donc il y a aussi de l'humour du côté des supporters des herbiers, même s'il y a toujours une petite chance de pouvoir battre le Paris Saint-Germain. C'est infime et l'important c'est aujourd'hui de faire la fête. Ils sont près de 17 à 18 000 à être dans le stade. Ils sont venus notamment par 120 cars dans l'après-midi. Des moyens de transport très efficaces et surtout beaucoup de festivités dans ces bus, beaucoup de chansons et ça va être le cas pendant une partie de la soirée. Voilà Pierre-Yves Leroux en direct du Stade de France pour BFM TV avec Anthony Reich. Donald Trump, lui, s'apprête à torpiller l'accord sur le nucléaire iranien. D'après un responsable à la Maison-Blanche, il devrait annoncer tout à l'heure le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. En tout cas, le chef de la Maison-Blanche le dira lui-même dans un discours qu'il prononcera à 20h. Malgré la pression de ses alliés, il devrait aussi annoncer le rétablissement d'une partie des sanctions américaines qui avaient été levées après la signature de cet accord. Cet après-midi, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont pourtant entretenu au téléphone, mais seulement pour évoquer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, d'après le communiqué de l'Elysée. Un peu moins de perturbations au deuxième jour de ce nouvel épisode de la grève à la SNCF. Pour demain, la direction prévoit 50% du trafic, que ce soit sur les TGV, les Transiliens ou les TER, comptez aussi un intercité sur 3. Peut-être un début de sortie de crise à Air France. L'intersyndicale, en tout cas, a publié aujourd'hui une lettre ouverte à la direction pour le proposer de renouer le dialogue. En attendant, elle suspend la grève. Muriel Pénicaud, convoquée le 22 mai prochain par le juge qui enquête sur Business France. La ministre du Travail est convoquée comme témoin assisté. L'enquête porte sur des soupçons de favoritisme concernant un déplacement d'Emmanuel Macron préparé par Business France, dirigé à l'époque par Muriel Pénicaud. Et puis, une superbe voix s'est éteinte hier soir à Bruxelles, c'est un choc. Oui, la chanteuse Morane est morte brutalement à l'âge de 57 ans, 2 jours seulement après son tout dernier concert. Toute la Belgique est évidemment touchée au cœur. Écoutez ces quelques notes. Laura Lecartier, vous êtes sur la Grand Place de Bruxelles pour BFM TV. Cette Grand Place où un hommage est rendu à Morane aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous pouvez entendre en ce moment la voix de Morane qui a envahi cette grande place. Regardez autour de moi ces fans nombreux qui se sont arrêtés pour écouter cette voix unique de cette chanteuse belge. Dès les premières notes de musique, la foule s'est comme figée ici. C'est une tradition à Bruxelles depuis 2 ans. Lorsqu'il y a un chanteur qui disparaît, il y a cet hommage musical qui est fait. C'est donc la voix de Morane que l'on entend depuis 1 heure. On entend ses plus grands tubes comme toutes les mamas sur un prélude de Bach, quand on a que l'amour l'un pour l'autre ou encore tu es mon autre.
les applaudissements en ce moment chaleureux après la disparition de Moran. Les fans sont accablés par cette disparition soudaine de cette figure francophone. Nous avons notamment croisé des Français qui ont fait un détour justement pour assister à cet hommage, une disparition soudaine après son grand retour sur scène ce week-end ici à Bruxelles. Voilà ces applaudissements. Après son grand retour à Bruxelles, Moran avait été absente de la scène pendant 2 ans à cause de problèmes liés à ses cordes vocales. Elle avait de nombreux projets, notamment un nouvel album, une tournée en 2019. Et puis, dans un mot, elle attendait, dans un mot sur Internet, elle expliquait attendre ce grand retour avec son public qui est là et qui l'applaudit aujourd'hui sur la Grande Place de Bruxelles. Le quartier en direct de la Grande Place de Bruxelles pour BFM TV. Du glamour, des paillettes et des stars à Cannes. Le 71e festival du film sera officiellement ouvert ce soir. Candice Mahoud, vous êtes à Cannes pour BFM TV. Première montée des marches en ce moment. En ce moment même, pour le jury, tout le jury emmené par la Britannique Cate Blanchett. Et puis on attend dans quelques minutes maintenant également l'équipe du film, le premier film en compétition, le film d'Asghar Farhadi, Everybody Knows, avec sur le tapis rouge Penélope Cruz et Javier Bardem, couple à la ville comme à l'écran. C'est la première fois qu'ils monteront les marches ensemble pour un même film en compétition, même s'ils ne souhaitent pas que ça devienne une habitude, ils ne souhaitent pas devenir une marque, c'est ce qu'ils ont fait savoir. Alors après ce premier film, ce soir, 20 autres films et 20 autres réalisateurs vont se succéder pendant cette quinzaine en compétition, dont la moitié sont des nouveaux venus, ce qui est assez rare. Parmi eux, une nouvelle, par exemple, parmi les Français, une Française, Eva Husson pour Les Filles du Soleil. Stéphane Brisé et Christophe Honoré reviendront eux pour la 2e fois. Et puis le franco-suisse Jean-Luc Godard, ce sera le vétéran de cette sélection. Il sera en lice pour la 7e fois à Cannes avec le livre d'images. Verdict le 19 mai. Candice Mahout en direct de Cannes pour BFM TV. Je rappelle la principale information de cette édition. Donald Trump qui, selon un responsable américain, doit annoncer tout à l'heure le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. La Maison-Blanche fait savoir donc en tout cas qu'il prononcera un discours tout à l'heure à 20h et il devrait aussi annoncer le rétablissement d'une partie des sanctions américaines qui avaient été levées après la signature de cet accord. C'était en 2015. On se retrouve pour la météo quand même. Oui, absolument. Alors demain matin, bien, le soleil et la chaleur vont se poursuivre, mais se concentrer dans l'est du pays. Une perturbation nuageuse s'étendra du sud-ouest aux Hauts-de-France. Ce sera aussi nuageux dans le sud-est avec des températures de 7 degrés à Brest, à 16 degrés pour le pourtour méditerranéen. De plus en plus d'informations se confirment en tout cas et on s'avance vers une décision très attendue de la part de Donald Trump qui pourrait bien être un retrait de l'accord nucléaire iranien. Un responsable américain l'a en tout cas confié à l'AFP ce soir. On va en parler tout de suite dans un instant avec nos invités. Pierre Servan, vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie, auteur de 50 nuances de guerre. Et si la France était le meilleur rempart contre la barbarie et la tyrannie. Ulysse Gosset, notre éditorialiste de politique étrangère. Frédéric Ancel, géopoliticien, prof à Sciences Po et notamment auteur du dictionnaire de géopolitique. Et François Durper, consultant États-Unis BFM TV. On va aller tout de suite retrouver Jean-Bernard Cadier puisque on a eu tout au long de la journée, depuis la fin de l'après-midi, des médias américains indiquant qu'il pourrait y avoir une sortie, mais une forme de sortie en douceur avec une remontée des sanctions, mais pas une sortie catégorique. Et puis tout d'un coup ce soir, à l'AFP, on apprend que selon un responsable américain, Donald Trump aurait décidé de se retirer de l'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci? Jean-Bernard, vous êtes à Washington. Écoutez, il faut être prudent, mais en effet, ce qui semble se dessiner, c'est un retrait américain de cet accord. On a eu effectivement des informations un petit peu contradictoires dans la matinée ici, dans l'après-midi pour vous, mais l'idée générale reste celle-là. On a eu aussi des informations un peu contradictoires concernant ce coup de fil qui a eu lieu il y a 3 heures entre Emmanuel Macron et Donald Trump, puisque le journal New York Times, quelques minutes après ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Donald Trump, a dit « ça y est, c'est
c'est fait. Trump vient d'annoncer à Macron qu'il se retirait de l'accord nucléaire iranien. Mais alors, quelques minutes après, l'Élysée a fait savoir, non, pas du tout. Nous avons parlé de la paix au Proche-Orient, mais il n'a pas annoncé formellement qu'il se retirait. Et il y a quelques minutes, c'est la Maison-Blanche, à son tour, via Fox News en l'occurrence, qui dit, non, pendant cette conversation téléphonique, Donald Trump n'a pas formellement annoncé à Emmanuel Macron qu'il se retirait de cet accord nucléaire iranien. Alors ça, c'est la conversation entre les deux présidents. Cela ne veut pas dire que Donald Trump ne va pas se retirer. L'idée générale qui domine ici, c'est qu'il va se retirer. On va être attentif à la façon dont il va l'annoncer, parce que pour se retirer de l'accord iranien, il ne suffit pas de montrer un papier à la télévision et de le déchirer. Se retirer de l'accord iranien, ça veut dire concrètement réinstaller, reprendre des sanctions économiques contre l'Iran. Est-ce qu'il va reprendre des sanctions? Le New York Times dit non seulement il va prendre des sanctions, mais il va rétablir toutes les sanctions et il va ajouter de nouvelles sanctions. Donc d'abord voir combien de sanctions et ensuite quand. C'est ça qui est important aussi, parce que ce qu'on dit ici, c'est qu'il va peut-être dire je vais bientôt rétablir les sanctions dans 2 ou 3 mois, période de 2 ou 3 mois qui permettrait aux Européens de négocier un nouvel accord avec les Iraniens. Mais certains disent à partir du moment où on évoque la possibilité du rétablissement des sanctions, personne ne voudra faire du business avec l'Iran. Ça veut dire bel et bien déchirer cet accord une fois pour toutes. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier depuis Washington, où effectivement maintenant le suspense est à son comble. Mais c'est aussi un faux suspense d'une certaine façon, parce qu'on sait que Donald Trump a dénoncé cet accord depuis sa campagne électorale. Et la question, c'est de quelle façon il va avancer sur ce terrain. On reparlera après des efforts qu'a fournis Emmanuel Macron pour essayer de l'en dissuader, les propositions qu'il lui a faites à Washington, la conversation qu'il a eue cet après-midi. Frédéric Ancel. C'est même la question fondamentale. Comment, de quelle manière il va sortir? Parce que s'il y a au moins une constance chez Trump depuis le début de la campagne électorale que vous évoquez à juste titre, c'est vraiment l'Iran. Il y en a 2 ou 3 autres, pas beaucoup plus. C'est le retrait américain de cet accord. Donc comment il va le faire? Est-ce qu'il va laisser la porte ouverte à une renégociation plus ou moins acceptable, ce qui est encore une autre histoire? Je pense qu'on y reviendra par les Iraniens, les Russes et les Chinois. C'est pas évident. Je précise à l'instant que Xi Jinping a également parlé à Trump aujourd'hui. Il lui a demandé de tenir compte des enjeux de paix et de guerre et de tenir compte des préoccupations de sécurité raisonnables. En l'occurrence, là, j'ai parlé de la Corée du Nord, en l'occurrence, donc voilà. Mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Voilà, j'ai juste, en fait, c'est quand même lié. Oui, pas tant que ça, parce que totalement, parce que les Chinois et les Russes sont quand même vent debout contre une renégociation de l'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont favorables au nucléaire iranien. Ils ont eux aussi pris, à partir de janvier 2007, le train des sanctions en marche contre l'Iran. Et après 8 ans de négociations, les Chinois et les Russes sont arrivés à cet accord, ni plus ni moins que les autres. Donc je pense que c'est seulement la manière dont ça va être annoncé qui est importante. Non seulement sur le fond, on va bien voir ça dans quelques instants, mais déjà sur la forme. Regardez, d'habitude, lorsque Trump annonce quelque chose, c'est sous forme de tweet. Là, il le fait pas. Là, depuis plusieurs mois, il annonce... Ah oui, ça c'est intéressant. Il le fait pas tous les jours quand même. Un peu à l'ancienne, une grande conférence une communication publique qui ne se fait pas sous la forme d'un tweet, comme s'il voulait lui donner davantage d'importance et de légitimité en quelque sorte. Pierre Servan, d'une certaine façon, ce matin, on a commémoré l'armistice, on a fait toutes les cérémonies. Est-ce que cette décision de Trump va nous entraîner globalement, les Européens, le monde, vers une nouvelle forme de chaos, vers une nouvelle forme de guerre ? Bon, attendons de voir ce qu'il va dire, comment il va le dire, avec quel type de calendrier. Mais c'est vrai que dans le paysage international actuel, qui est quand même pas fameux, j'explique dans le livre qu'il y a, je trouve beaucoup dans l'air, une volonté d'en découdre. Il y a peu de pays et de structures qui veulent coudre des relations, mais en revanche, il y a une envie d'en découdre. Et il est certain que si le président, c'est un peu comme le Brexit, entre le Brexit dur et le Brexit plus tendre, est-ce que là, il va annoncer une brisure de cet accord dur ou soft? Ce qu'il faut comprendre dans la tête de Donald Trump, pour autant qu'on puisse être capable de le faire, c'est qu'il y a 3 choses qui justifient son espèce d'obsession. Frédéric Ancel a eu raison de dire que c'est une des constances de son point de vue. D'abord, il y a l'homme de la rue, parce que Trump, avant d'être président, en matière de relations internationales, c'est l'homme de la rue. Et l'homme de la rue, c'est le souvenir de l'humiliation de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. La prise d'otage des Américains à l'ambassade. Ça reste quelque chose c'est un marqueur de fond. Et Trump, comme n'importe quel Américain, il a ça en tête. Deuxièmement, c'est Obama qui est derrière et il a
j'allais dire une haine, enfin en tout cas une détestation d'Obama. Il n'arrête pas de le dire, et cette façon de dire cet accord est nul, c'est le plus mauvais, etc., c'est de dire Obama est nul. Et puis troisièmement, il y a l'analyse géopolitique de la remontée de ce que j'appelle l'Empire perse, la revanche des Sassanides, des Perses face aux Arabo-musulmans, avec l'Arabie saoudite et Israël, une alliance contre nature, dans le sens où l'Arabie saoudite était plus connue pour être antisémite et antisioniste. Il faut rappeler que dans les prêches en Arabie saoudite, très régulièrement, et je pense encore aujourd'hui, les juifs sont dénoncés comme des porcs, comme des descendants des singes, etc. Donc vous avez un rapprochement surréaliste qui est aussi, et je vais m'arrêter là, mais qui est aussi une illustration de ce monde fou où vous avez tous les jours des alliances, des contre-alliances en fonction des intérêts du moment. 50 nuances de guerre, voilà. Et c'est au moins 50 apparemment. Vous écoutez François Durper, oui. Dans la tête de Trump. Que se passe-t-il là en ce moment? Il a quand même fait savoir qu'il n'a pas confié sa décision à Emmanuel Macron de cet après-midi. C'est une façon de ménager son effet. En même temps, la Maison-Blanche a fait savoir qu'il y avait eu ce coup de fil avec l'Élysée. Donc ça veut dire qu'on met quand même en scène une relation avec ses alliés. Alors c'est vrai que l'interprétation française, ça serait de dire, eh bien on a un Donald Trump qui peut-être s'achemine vers des sanctions différées ou des sanctions partielles. Et donc là, ça serait peut-être l'influence de ses alliés, dont l'influence d'Emmanuel Macron, sur Donald Trump. La réalité, c'est que c'est le Congrès qui va décider de cela sous la proposition de Donald Trump, et les congressmen sont très divisés, y compris les congressmen républicains, en se disant deux choses. La première chose, c'est tuer l'accord iranien, ce n'est pas résoudre le problème iranien. Le quid de l'Iran en Irak, en Syrie, au Yémen, à Gaza, qu'est-ce qu'il va dire sur ce sujet-là? Et il y avait cette dimension de containment à l'Iran dans les propos d'Emmanuel Macron. Endiguement, de façon de contenir l'influence. D'endiguer. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il l'hégémonie, c'était le mot qui était utilisé. Hein. Et il ne peut pas faire la même chose que sur le climat. Sur le climat, il peut très bien dire le réchauffement climatique, le climat, il n'a qu'à se réchauffer. Puis de toute façon, moi, je contredis cette idée. Sauf que là, il y a besoin d'un service après-vente. Il ne peut pas dire l'Iran a qu'à se rénucléariser, puis l'Égypte a qu'à faire la même chose, l'Arabie saoudite a qu'à faire la même chose. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait un plan B, ce que demandent beaucoup de sénateurs, on ne parle pas de sénateurs démocrates, mais bien de sénateurs républicains, du camp de Donald Trump, en disant, nous on a besoin de quelque chose après, on veut savoir où va le président. Lise Gosset, à l'instant, on apprend qu'Emmanuel Macron s'entretiendra avec Angela Merkel et Theresa May vers 19h30. Et que donc au moment où à 20h Donald Trump annoncera sa décision, il y aura une réaction conjointe des trois Européens. C'est important parce que quand Emmanuel Macron était à Washington, il a été le porteur d'un nouvel accord. Il a défini en conférence de presse à plusieurs reprises, il a essayé de définir un nouvel accord dans lequel il y avait le contrôle des missiles balistiques et le contrôle de cette hégémonie iranienne dans la région. Ce soir, c'est une forme de test. La réponse de Trump, c'est un test. Oui, et puis il y a un vrai défi pour l'Europe. Existe-t-elle encore? Et est-ce qu'elle est capable de s'opposer éventuellement à la décision de Trump, quelle qu'elle soit? S'opposer s'il décide, par exemple, de sortir. Et l'Europe a bien l'intention de dire, si Donald Trump sortait, qu'elle souhaite rester dans l'accord. Pourquoi? Pour permettre aux Iraniens, en lui donnant des gages à Téhéran, eh bien simplement de ne pas être obligés eux aussi d'en sortir, en permettant par exemple que les sanctions américaines ne soient pas les sanctions européennes. En clair, qu'on puisse continuer à faire du business entre l'Europe et l'Iran, même si les États-Unis n'en veulent pas. Donc il y a un test pour l'Europe qui est absolument fondamental. D'ailleurs, dès cet après-midi, la communauté européenne, l'Union européenne, a fait une déclaration en disant « nous souhaitons rester dans l'accord ». Et c'est important parce qu'avec Trump, il y a ce dossier-là, bien sûr, pour les Européens, mais il y a aussi le dossier commercial. Et on a vu qu'à chaque fois, l'Europe, je dirais, relevait la tête en disant on ne va pas se laisser faire comme ça. Et puis le deuxième test, quand même fondamental aussi pour nous, Français, c'est le pari de Macron. Est-ce que, oui ou non, il a réussi à faire bouger les lignes ? Ou bien est-ce qu'il s'est contenté d'offrir un plan B un peu illusoire, qui était de dire on va conserver l'accord, mais on va l'élargir, on va faire par exemple qu'il inclue dans l'avenir les missiles balistiques iraniens, les capacités de déstabilisation de la région par l'Iran, etc. Alors donc pour Macron, c'est aussi un moment très important. C'est pour ça que l'appel de Trump cet après-midi avait un sens, c'est-à-dire c'est une façon de dire l'homme avec lequel je parle le plus, c'est Macron, et je tiens à le tenir au courant de la situation. Écoutons Myriam Perzadeh, qui est notre correspondante à Téhéran et qui nous explique comment l'opinion publique iranienne vit bien ce risque de rupture du fameux accord avec l'Iran datant de 2015.
Tout le monde s'attend à ce que Donald Trump annonce qu'il sort de cet accord et finalement il y a aussi deux sons de cloche parmi la population. Il y en a certains qui préfèrent que Donald Trump sorte carrément de cet accord tant ces menaces constantes et permanentes sur l'Iran nuisent selon eux aux investissements européens dans le pays. Car finalement les affaires sont complètement atones. Depuis 4 mois, on attend la décision de Donald Trump et en attendant, eh bien, rien ne se fait. Et puis il y en a qui souhaitent que les États-Unis restent dans cet accord pour un maintien total de cet accord avec toutes les parties. Cet accord qu'ils avaient célébré dans les rues de Téhéran il y a près de 3 ans. Et il y a surtout une autre crainte ici, et c'est la grande inconnue, c'est le retour des sanctions américaines. Car pour le moment, ces sanctions, elles sont partiellement levées. Les Iraniens, par exemple, peuvent vendre leur pétrole ici. Tous ont ces images de ces années de sanctions extrêmement dures, où parfois trouver certains médicaments, comme la chimiothérapie, était extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, beaucoup m'ont dit qu'ils allaient s'appauvrir si les États-Unis sortaient de cet accord. Pierre Servan, cela va durcir, ou en tout cas durcir les opposants à Rouhani en Iran, renforcer l'aile radicale. C'est une difficulté aussi dans la société politique iranienne. Quel risque il y a ? Oui, effectivement, la société iranienne est dans une situation assez compliquée. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, il y a eu des manifestations assez violentes, il y a eu des morts et des manifestations, disons, de revendications sociales, de la faim, pour faire simple. Pour faire simple, il y a cette problématique. Il faut rappeler que le président Rouhani n'a pas la main sur les armées. C'est pas le chef militaire, le commandant en chef de l'armée iranienne, c'est le guide suprême Ali Khamenei. Et effectivement, les faucons sont en embuscade, les faucons iraniens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont observé ce qui s'est passé en Corée du Nord. La Corée du Nord, donc vous en parliez tout à l'heure, on y revient, parce que les dossiers sont quand même aussi liés dans les têtes. C'est un pays sous embargo, complètement étranglé pendant des années, et dont on a découvert l'année dernière qu'il avait été capable de construire des missiles balistiques et de faire des essais nucléaires qui n'étaient plus simplement des pétards. Donc vous avez en Iran un clan de durs qui se disent et finalement, nous avons beaucoup plus de possibilités, de potentiel. Nous sommes moins étranglés que la Corée du Nord. Si la Corée du Nord est arrivée, nous avons un plus grand pouvoir de chantage, en l'occurrence, et donc, si on reste je sur crains cette que ça position. relance ça à un moment, je termine juste là-dessus, où en Arabie Saoudite, vous avez un jeune prince, un jeune tyran, entre guillemets, qui vient de se lever, Mohamed Ben Salman, qui lui bat le rappel du clan sunnite et renvoie aux gémonies le Qatar sunnite. Mais on a vu quand même que le Maroc, par exemple, a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran récemment, ce qui est un acte important et qui veut dire qu'il y a des axes les uns en face des autres. Et en l'occurrence, cet axe sunnite, il s'est nourri, mais avec beaucoup de risques. Voilà. Et puis de la diplomatie Trump. C'est-à-dire la réintroduction du manichéisme dans la région, que comprend bien l'Américain de la rue dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Barack Obama est une parenthèse dans la diplomatie américaine. Les Européens, ils fonctionnent avec l'équilibre des puissances. Les Américains comprennent le manichéisme et les axes. Et Trump arrive en disant, voilà, l'axe, il est très clair. Arabie Saoudite, mon premier voyage. Israël de Netanyahou, qui souhaite de déchirer l'accord. Je déchire l'accord et je désigne aux Américains, à mon électorat, l'ennemi dans la région, c'est l'Iran. Fred Ansel. Il y a une différence fondamentale entre la Corée du Nord et l'Iran. Je souscris à ce qui a été dit. La seule différence, elle est tout de même de taille, c'est que la Corée du Nord dispose d'un allié super puissant, qu'est la Chine. Un allié militaire. Même si la Chine, d'ailleurs, ces derniers mois, avait exercé des pressions sur Pyongyang, sur la Corée du Nord. L'Iran ne dispose pas d'alliés. Dire que la Russie est un allié de l'Iran, c'est faux. C'est un partenaire. La Chine est un partenaire. Ce ne sont pas des alliés militaires. Ne galvaudons pas les termes. Autrement dit, les Iraniens peuvent très bien, à partir de ce soir, dire tant pis, nous irons, puisque c'est comme ça, on ne renégocie rien du tout et nous irons à la bombe. D'abord, il n'est pas sûr qu'ils puissent le faire étrangler par les sanctions et sous la menace israélienne, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, ils ne peuvent pas s'en remettre à un super allié qui, lui, dirait à M. Trump, mais non, de toute façon, vous ne pouvez pas faire ça et on ne vous laissera pas faire ça. Ce soir, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Louise Gosset, pour conclure, on peut s'attendre à une réaction qui sera on reste dans l'accord, on prend en compte, on essaye de pour les proposer. Européens, l'enjeu est politique, bien sûr, comme pour tout le monde au Proche-Orient, mais surtout économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à vendre des Airbus à l'Iran ? Est-ce que Total peut mettre en œuvre son gisement, l'exploitation de son gisement ? Et au-delà, est-ce que les banques françaises
qui sont complètement ligotés par les sanctions américaines peuvent reprendre leur travail normal sans risquer des sanctions aux États-Unis. Donc c'est une décision majeure et l'Europe va réagir très certainement. Merci beaucoup à tous les quatre. On en reparle évidemment tout au long de la demi-heure qui vient et notamment avec mon invité à l'instant, Aliza Bin-Noun. Elle est ambassadrice d'Israël en France et on le sait, Benjamin Netanyahou est pour la rupture de cet accord et il a voulu influencer Donald Trump dans ce sens. On aura sa réaction dans un instant. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Bon week-end? Oui, vraiment bien occupé. Je me suis levé tôt, j'ai surfé un peu sur le net, et puis arrosé mes plantes. J'ai retrouvé un ami. Ah, et je me suis fait une nouvelle playlist. Et toi? C'était à peu près pareil. Nouveau Ford EcoSport. Mettez du SUV dans votre vie. À partir de 149 € par mois, avec Bluetooth, jantes alliage, air conditionné et aide au démarrage en côte. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur eliterencontre.fr. Retrouvez toute la précision de la cuisson des chefs chez vous. Grâce aux 2 thermostats indépendants de ma plancha grill, je cuis simultanément et parfaitement tous mes aliments. Plancha grill de Riviera et Bar, goûtez à la perfection. Chérie, je voulais te dire que... Oui? T'as fait un truc à tes cheveux? Non. Vous allez voir du cinéma partout. Nouveau avec les offres SFR. Profitez de tout le cinéma que vous aimez, des héros préférés de vos enfants et des séries exclusives comme Taken ou Victoria. Avec SFR ciné-série sans engagement à seulement 4 € par mois pour les clients SFR au lieu de 10 €. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Vous rêvez de cuisiner du bout des doigts? Découvrez le robot cuiseur Compagnon XL. La plus grande capacité pour découper, préparer et cuire. À 2 comme à 10, la semaine comme le week-end. Avec Compagnon XL de Moulinex, tous les jours sont faits maison. Moulinex. Et maintenant, soyez accompagnés à chaque étape de votre recette avec votre iCompagnon XL connecté. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Steel, c'est aussi comme si c'était fait. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle.
bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, le perfectionniste. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. Bienvenue à toi, de la mafia. Bienvenue à toi qui envoie du bois. Bienvenue à toi et mini-toi. Manomano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Et si vous pouviez vivre un voyage inoubliable en réservant tout au même endroit? Avec Expedia, réservez vol, hôtel, location de voitures et activités, tout sur le même site. Pour profiter pleinement de votre voyage. Tout ce qu'il vous faut pour voyager. Expedia. Écoutez votre instinct. Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Provoquer l'instant. Céder à la tentation de ce délicieux chocolat. Laissez-vous surprendre. Ressentez l'intensité de son irrésistible cœur gourmand. Lindt Création, un plaisir infini. Par les maîtres chocolatiers Lindt. Le rappel des titres avec vous, Rachida Marki. Et d'abord, Donald Trump qui s'apprête à torpiller l'accord sur le nucléaire iranien. Le chef de la Maison-Blanche doit prononcer un discours dans une demi-heure environ, à 20h. Malgré la pression de ses alliés, il doit retirer les États-Unis. Il devrait en tout cas retirer les États-Unis de l'accord et aussi annoncer le rétablissement d'une partie des sanctions américaines qui avaient été levées après la signature. En tout cas, cet après-midi, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus au téléphone pour évoquer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'entretient en ce moment avec Theresa May et Angela Merkel. La réaction européenne ne devrait donc pas tarder. Les Herbiers défient le Paris Saint-Germain ce soir en finale de la Coupe de France. Un rêve éveillé pour les amateurs du petit club vendéen dont le budget représente 3 semaines du salaire de Neymar. 73 000 spectateurs sont attendus au Stade de France pour voir cette rencontre assez improbable. Peut-être un début de sortie de crise à Air France. L'intersyndicale a en tout cas publié une lettre ouverte à la direction pour lui proposer de renouer le dialogue. En attendant, elle suspend la grève. Un peu moins de perturbations au deuxième jour de ce nouvel épisode de la grève à la SNCF. Pour demain, la direction prévoit 50% du trafic, que ce soit sur les TGV, les Transiliens ou les TER. Comptez aussi sur un Intercité sur 3. Et puis, une grande voix s'est éteinte hier soir à Bruxelles. La chanteuse Morane est morte brutalement à l'âge de 57 ans, 2 jours seulement après son dernier concert. Toute la Belgique est touchée au cœur et ses amis, ils le disent sur BFM TV notamment, ils sont dévastés. Bonsoir Madame Aliza Binoun, merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadrice d'Israël en France, oui. Un pays qui fêtera ses 70 ans d'existence le 14 mai prochain et qui se dresse comme un des principaux adversaires de l'accord avec l'Iran. Aujourd'hui et dans un instant, on pourrait annoncer le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire. C'est imminent selon un certain nombre de sources. Comme l'Arabie Saoudite par exemple ou d'autres pays arabes sunnites, Israël se méfie beaucoup des engagements iraniens et souhaite que Donald Trump se désengage de cet accord. Est-ce que ce soir vous avez des informations sur la décision de Donald Trump ?
Il faut attendre 30 minutes jusqu'à la déclaration sera faite. Mais c'est vrai qu'Israël s'est opposé à cet accord depuis des années et ce n'est pas une nouvelle position. Et pour nous, l'Iran est une menace, une grande menace dans la région. Chaque jour, il y a une déclaration iranienne selon laquelle Israël doit disparaître du monde. Et les Iraniens sont très, très engagés par rapport aux essais de missiles balistiques. Et même par rapport au dossier iranien, on pouvait voir dans ces 100 000 documents qui étaient apportés en Israël il y a une semaine que les Iraniens ont menti par rapport à leur programme nucléaire. Alors rappelez-nous ce qui s'est passé. Benjamin Netanyahou a fait une conférence de presse un peu spectaculaire pour montrer 100 000 documents qui indiquent que les Iraniens auraient en fait eu une pratique du nucléaire militaire qu'ils n'avaient pas reconnue. Mais un certain nombre de chancelleries européennes ont répondu en disant mais ça, c'est du passé, ça a changé. Maintenant, l'Iran respecte l'accord. Mais cet accord était basé sur des mensonges. La supposition de cet accord était basée sur le fait qu'ils n'ont pas un programme nucléaire. Et ces documents révèlent que oui, il y avait un programme nucléaire. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a aussi l'analyse de l'Iran et sa politique dans la région. On ne peut pas séparer maintenant les aspirations iraniennes par rapport au dossier nucléaire, leur comportement dans la région, leur présence en Syrie qui menace la sécurité et même l'existence d'Israël. On pouvait voir, il y a 2 mois, ils ont lancé un drone armé vers Israël et leur soutien de Hezbollah, cette organisation... Le Hezbollah. Le Hezbollah, oui, qui est connu comme une organisation terroriste, au moins le part militaire, mais c'est la même entité. Et aussi leur lien avec le Hamas. Et dans la bande de Gaza, malgré le fait qu'ils sont chiites et le Hamas sont sunnis, il y a un lien qui s'est renforcé les dernières 2 ans. Mais Madame Binoun, quand même... joueurs. On se dit, mais est-ce que Benjamin Netanyahou ne prend pas le risque d'une confrontation directe avec l'Iran? Parce que, est-ce qu'il vaut mieux pas un mauvais accord qu'aucun accord? Est-ce que du coup, du jour au lendemain, l'Iran ne sera pas dans une position de se durcir? Et qui sera en face directement, vous venez de le dire, Israël. Donc, quelle est la logique d'une volonté de rupture de l'accord? Est-ce que Benjamin Netanyahou veut la guerre? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, il ne veut pas la guerre. Les Israéliens, nous sommes un pays démocratique avec des valeurs démocratiques et nous ne voulons pas la guerre. Malheureusement, Israël connaît de quoi il s'agit quand il y a des guerres. Et toutes les victimes et ces grandes souffrances, nous ne sommes pas intéressés à la guerre. Et je pense que le leader israélien de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, mais aussi le gouvernement israélien, s'est exprimé en plusieurs reprises que nous ne voulons pas la guerre. Mais nous sommes prêts à faire face aux menaces qui sont pesées sur Israël. Et si c'est le cas, Israël va se défendre. Mais il faut encore une fois souligner, accentuer que nous ne voulons pas la guerre. Étant dit cela, Israël ne peut pas accepter le comportement iranien dans la région qui est menaçant et qui vraiment a des conséquences, des activités qui sont très très dangereuses pour Israël. Et le fait qu'il y a un accord qui n'est pas un bon accord, et la position israélienne était depuis toujours qu'il faut fixer cet accord. C'est-à-dire arranger, parce que c'est un anglicisme, vous voulez dire corriger cet accord. Corriger, ça c'est ce que Netanyahou dit, fix it or nix it, c'est-à-dire il faut corriger cet accord, il ne faut pas accepter cet accord, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas dans cet accord qui ne sont pas juste, et même je pense que les membres, les signataires sur cet accord, ils sont d'accord qu'il faut changer cet accord. Attendez, Emmanuel Macron, quand il était à Washington, il a parlé avec Donald Trump et il a proposé un nouvel accord dans lequel il y aura un contrôle des missiles balistiques, en plus du contrôle nucléaire, et aussi un contrôle de l'hégémonie iranienne dans la région. Vous êtes d'accord sur ça? Ce sont les directions à emprunter pour un nouvel accord? Je pense que ce sont les éléments dont il faut parler par rapport au sujet iranien. Il faut parler de sujet nucléaire, il faut parler de sujet balistique, il faut parler de la présence iranienne en Syrie qui s'approche à Israël. Il apporte des missiles de l'Iran en Syrie dont le cible est clairement Israël, et aussi leur soutien de Hezbollah et au Liban. Il faut parler de tout cet ensemble, de tout ce tableau de la région qui est in fine est très menaçant par rapport à Israël, mais pas seulement par rapport à Israël. Les pays de Golfe, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats, ils s'expriment de même manière par rapport à l'Iran. Ce n'est pas que Israël qui a cette position. Justement, le 14 mai prochain,
Donald Trump ne viendra pas à Jérusalem, mais il y aura le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce que vous ne craignez pas de nouveaux troubles? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser cette question de Jérusalem dans les négociations? Pour nous, Jérusalem est un sujet, un enjeu majeur. Jérusalem est la capitale d'Israël. Même s'il y a des pays, il y a des éléments qui ne reconnaissent pas Jérusalem comme la capitale d'Israël, pour nous les Israéliens, et pas pour nous, pour des autres pays, comme pour les États-Unis, comme pour Guatemala, ils ont aussi ouvert une ambassade à Jérusalem. Paraguay est aussi en train d'ouvrir leur ambassade à Jérusalem. C'est une chose très évidente. Et non, il ne faut pas reporter, parce que ce que l'histoire a montré, c'est lorsqu'on a laissé Jérusalem à la fin des négociations, les négociations, ils sont échappés. Il faut reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mais pour le moment, c'est notre capitale. Les négociations sont au point mort. Les négociations sont au point mort. Il y a aujourd'hui des manifestations à la frontière de Gaza, d'habitants de Gaza qui veulent revenir dans des territoires qu'ils avaient quittés. Eux considèrent qu'ils ont été chassés, d'autres disent qu'ils les ont quittés de leur propre volonté. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'asseoir à la même table et d'enfin faire les deux États côte à côte? Tout à fait. Il faut s'asseoir autour de la table de négociation et il faut parler. Le gouvernement d'Israël a appelé Mahmoud Abbas en plusieurs reprises de venir s'asseoir autour de la table de négociation et commencer un dialogue. Mahmoud Abbas a refusé. Il y a déjà quelques années, il a pris cette stratégie selon laquelle il s'adresse à la communauté internationale pour que celui-ci fasse pression sur Israël. Il n'a pas la volonté de négocier avec Israël. Et il s'adresse à ICC. Il s'adresse à tout le monde qui l'espère et qui vont le soutenir. Au lieu de venir à Jérusalem ou à Ramallah, et Netanyahu aussi il a offert d'aller à Ramallah pour commencer un dialogue. Au lieu de faire cela, il s'exprime d'une manière antisémite. Ce qu'il a fait il y a une semaine, il a nié la Shoah, il a accusé les Juifs par rapport à la Shoah, ce qui est vraiment des choses qui ne montrent pas qu'il est vraiment... qu'il veut la paix. Oui, Mahmoud Abbas a eu des déclarations qui ont été condamnées même par l'ONU. Il a expliqué que l'hostilité contre les Juifs n'était pas due à leur religion au temps des nazis, mais plutôt, je cite, à leur fonction sociale, en précisant qu'il voulait dire par là leur fonction sociale liée aux banques et aux prêts usuriers. Oui. Néanmoins, 40 Palestiniens tués depuis le début de cette marche autour de la bande de Gaza. Encore une fois, comment mettre fin ? Mais il faut ici aussi... Est-ce qu'il y a une vraie volonté du gouvernement israélien? Elle est difficilement audible. Il y a une vraie volonté, mais il faut aussi voir la réalité telle qu'elle est. Cette personne, ces jeunes qui arrivent à la frontière avec Israël de la bande de Gaza, ils ne viennent pas pour montrer leur solidarité et leur amitié. Ils ont l'objectif de passer la frontière et tuer les Israéliens. Il ne faut pas oublier que ceux qui roulent, ceux qui dominent la bande de Gaza, c'est le Hamas, qui est reconnu même par la France comme une entité terroriste. Ils sont incités par le gouvernement, pas seulement le gouvernement de Hamas, mais aussi des éléments en dehors de la région. Et Israël doit se défendre. Il y a là-bas l'armée sur la frontière, il y a des kibbutzim sur cette frontière, il y a des personnes, il y a des civils, des personnes civiles qui habitent là-bas. Alors le fait que ces personnes, les Palestiniens de Gaza, se fait tuer, c'est parce qu'il sait ce qu'ils font. Il sait qu'on ne peut pas accepter qu'ils passent maintenant la frontière et qu'ils tuent et qu'ils assassinent des Israéliens. Et quand même, ils le font. Dernière question à Lisa Binoun. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui l'état des relations entre la France et Israël ? Il s'agit de très bonnes relations et cette année, nous allons fêter les saisons croisées France-Israël et nous allons commencer par une grande exposition au Grand Palais le 6, 7, 8 juin qui va montrer l'innovation israélienne et la contribution israélienne au bien-être du monde pendant 70 ans. Et j'espère que... Vous voulez dire des innovations technologiques, des innovations sociales ? Technologiques dans le domaine de la santé, la science, l'espace et l'agriculture, la communication et numérique. Toutes ces inventions pour lesquelles Israël est connu dans le monde et très apprécié dans le monde, parce qu'Israël partage son savoir-faire avec le monde, seront exposées au Grand Palais au début juin. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Toute dernière question. Dans un instant, Donald Trump va annoncer peut-être le retrait. Quelle est votre action officielle, j'ai envie de vous demander ?
Il faut d'abord voir quelle sera la déclaration. La prudence, c'est la diplomatie et la prudence. Oui, oui, il y a encore, je ne sais pas, quelques minutes. On a attendu jusqu'à maintenant, on va attendre quelques minutes encore. Prudence et diplomatie, c'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup, merci d'être venue sur notre plateau, Madame Binoun. On va écouter justement quand même la réaction des différents Européens. Eux, ils tiennent à cet accord. Cet accord nous préserve de la prolifération nucléaire et est le bon moyen d'éviter que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire. Et cet accord, pour nous, est respecté. Donc nous avons l'intention de nous y maintenir, quelle que soit la décision américaine. Nous sommes convaincus que cet accord rend le monde plus sûr et que sans lui, le monde sera moins sûr. On doit trouver un moyen de corriger cet accord et répondre aux attentes de Donald Trump, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà les réactions des différents Européens, on vient de l'entendre. Frédéric Ancel, vous nous avez rejoint, Pierre Servan, on a parlé de votre livre 50 nuances de guerre, vous avez fait, Frédéric Ancel, le dictionnaire de géopolitique, on en a parlé. C'est maintenant imminent. C'est maintenant une question de minutes. Donald Trump va annoncer vraisemblablement sa sortie de l'accord iranien. On a entendu l'ambassadrice de l'État d'Israël expliquer que la menace iranienne était très forte et en même temps répéter qu'elle ne voulait pas la guerre. Parce qu'on a eu quand même le sentiment ces derniers temps que Benjamin Netanyahou se préparait à une forme de guerre. Oui, son discours est extrêmement dur contre l'Iran. Ça ne date pas d'hier. Hein. Netanyahou est au pouvoir depuis de très nombreuses années maintenant. Alors ses prédécesseurs aussi, mais dans une moindre mesure. Et lui en a fait, j'allais dire, une posture, outre un positionnement global d'Israël, une véritable posture. Il ne faut pas oublier qu'il s'adresse beaucoup aussi à sa propre opinion publique. Il est quand même gêné par un certain nombre d'affaires. Et puis, il a parlé en anglais ces derniers jours, là, lorsqu'il a présenté ces fameux documents et les menaces iraniennes. En anglais, ça signifie donc pour l'opinion américaine aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier cette dimension. Après, sur le fond, l'Iran, oui, l'Iran avance en Syrie, mais ça, je crois que c'est universellement reconnu. Mais l'accord de 2015 ne portait pas là-dessus. Autrement dit, lorsque Netanyahou dit, mais en réalité, les Iraniens mentent, il a tort et il a raison. Il a raison sur le fait que les Iraniens transgressent l'esprit de l'accord, puisqu'ils progressent sur le plan de la recherche balistique. Mais il a tort lorsque il parle de mensonges sur le non-respect de l'accord, parce que sur le strict accord visant à contraindre les Iraniens à ne pas progresser vers la bombe, ça, depuis 2015, a priori, c'est respecté. Pierre Servan, alors qu'est-ce qui se passe une fois que Donald Trump annonce vraisemblablement ce retrait des États-Unis? Est-ce qu'on va s'acheminer vers un grand désordre? Parce que les Européens, on les a entendus. Même Boris Johnson, qui est quand même proche, sur la ligne un peu de Donald Trump, soyons clairs, il dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, effectivement. Alors, Donald Trump, il a plusieurs choses en tête, on l'a déjà dit, donc il est obsédé par cet accord, par son caractère négatif. Il rencontre un Benjamin Netanyahou dont les relations avec Barack Obama étaient exécrables. On n'a jamais connu de manifestation aussi publique de l'animosité entre ces deux personnages, Benjamin Netanyahou allant aux États-Unis sans rencontrer le président américain, etc. Donc on a cela. Donald Trump a aussi une problématique de politique intérieure. Il va donc à la fin de l'année, il est sur des élections de mi-mandat, donc il pense à cela aussi. Et on l'a dit tout à l'heure, la détestation de l'Iran, ça reste quand même dans le fond psychologique des Américains, compte tenu de ce qui s'est passé lors de l'installation de la République islamique à partir de 1979. Donc il joue cela. Est-ce que, alors qu'il a déjà déclenché une guerre commerciale, vis-à-vis de laquelle, je dirais, les Européens sont encore en sursis, est-ce qu'il va rajouter à ça des tensions très fortes avec ses alliés? Je pense notamment à la France et la Grande-Bretagne qui ont frappé avec lui en Syrie les objectifs liés aux chimiques de Bachar el-Assad. Est-ce que vraiment il va aller jusque-là? J'attends de voir, je ne lis pas le marc de café, je ne sais pas ce qu'il va annoncer. Est-ce qu'il va être dans une annonce à la Trump en disant je sors de l'accord, et puis derrière, pour répondre à votre question, pas de choses très très claires sur les sanctions? Est-ce que c'est une sortie franche? Est-ce qu'il laisse la porte ouverte de façon à ménager aussi le président français qu'il a eu cet après-midi? Oui. Je doute qu'ils aient parlé d'autre chose que de ce sujet absolument... Ils ont fait savoir de part et d'autre qu'ils avaient parlé. Ça fait partie du langage diplomatique. Donc je serais tenté, mais peut-être parce que j'en ai envie,
que ça soit pas, je parlais des Brexit durs, Brexit plus soft, j'espère qu'on va être dans une annonce, voilà, je souhaite sortir de l'accord, etc., tout en laissant une porte ouverte à une renégociation. Le problème, c'est que la renégociation, c'est infiniment compliqué et que les Iraniens ont déjà fermé la porte à une introduction d'une négociation sur les missiles balistiques, où là, vous touchez à la souveraineté directe de l'État, parce que ça demanderait à des équipes internationales d'aller vérifier dans les arsenaux est-ce qu'ils ont des missiles de telle longueur, etc. Et là, franchement, quel que soit l'État, c'est un petit peu compliqué. En fait, donc on est quand même mal engagé dans cette affaire, encore une fois, dans une région où il y a des tensions, beaucoup d'arsenaux. Oui, alors on entend justement que l'Iran n'accepterait jamais qu'on vienne contrôler ses missiles balistiques et dirait aussi que tous les autres pays autour ont aussi des missiles balistiques et qu'à ce moment-là, c'est tout le monde qui devrait être contrôlé. Et ça, c'est possible, ça peut être une... Ah non, c'est pas possible de contrôler tout le monde. Non. Mais là, les choses sont extrêmement claires. Bien sûr que les Iraniens le disent, c'est pas totalement infondé, encore que le régime soit pas non plus tout blanc. Mais il faut aussi ajouter la question syrienne. Les Iraniens ont pour ligne rouge la Syrie. La Syrie, depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini à Téhéran en 1979, a toujours été favorable à l'Iran et c'était même le seul allié militaire de l'Iran pendant la terrible guerre Iran-Irak. D'une part. D'autre part, Bachar el-Assad, il est perçu comme un chiite. Alors c'est un alaouite, c'est vrai qu'il est d'extraction chiite, même si à mon avis il s'en fiche un peu. Mais en Iran, on le considère comme tel. Les Iraniens l'ont littéralement sauvé, militairement parlant, il y a 2 et 3 ans. Et donc avec ils ne partiront pas. Non, ils ne partiront pas de Syrie. Or, si on renégocie l'accord façon Trump, eh bien on remet tout sur la table, y compris ce que Trump appelle, d'ailleurs c'est pas idiot, l'expansionnisme iranien dans la région. Mais là, vous comprenez bien que pour l'Iran, il ne s'agit plus seulement de parler techniquement de l'accession, oui ou non, à la bombe, et il ne s'agit même plus seulement des questions liées aux balistiques, mais c'est leur politique générale dans la région qui serait remise en cause. Et là, il est absolument évident que les Iraniens refuseront de renégocier sur cette base-là. Ils ne partiront pas de Syrie. Ça, c'est absolument certain. Pardonnez-moi juste un mot. Il y a une figure très importante, nous l'évoquions tout à l'heure hors antenne avec Frédéric Ancel, qui est le général Soleimani, qui est un général iranien, qui est totalement inconnu. C'est un peu le sosie de Sean Connery dans La poursuite d'Octobre Rouge. Vous voyez, cette tête, barbe blanche, etc. Ce général-là, il n'était pas général à l'époque, était déjà auprès du... C'est un Iranien, hein, une grande figure en Iran, c'est considéré vraiment comme un héros majeur. Déjà à l'époque où le Hezbollah prenait naissance au début des années 80 et préparait les attentats contre les Français et les Américains, notamment le Drakkar, donc en octobre 83, et les soixantaine de soldats français tués, plus de 250 Américains, Soleimani est déjà là. C'est l'homme, c'est celui, je l'appelle dans mon livre, le proconsul. C'est lui qui a construit, en partie, pas tout seul, mais qui a organisé, y compris en allant à Moscou, pour expliquer à Poutine, avant l'engagement militaire de la Russie en 2015, les plans. Et c'est lui qui a consolidé cet arc chiite qui part de la Méditerranée avec le Hezbollah. Et petite parenthèse, le Hezbollah auquel Israël, Tsahal, s'est affronté en 2006, c'est plus le Hezbollah de 2006. C'est une force militaire qui s'est considérablement aguerrie. Georges Malbruno, dans le Figaro, à partir de documents confidentiels, même secrets auxquels il a eu accès, a donné le détail du matériel militaire du Hezbollah. C'est plus petit, ça n'est plus la start-up, entre guillemets, de 2006. Et donc, ce qui explique aussi que c'est une menace majeure pour Israël. Et par ailleurs, donc, ce mur, cet arc chiite, passe évidemment, donc, avec Bachar el-Assad, les chiites, l'Irak, avec les milices chiites qui sont, pour certaines, totalement contrôlées par l'Iran, l'Iran derrière, et vous allez jusqu'en Afghanistan avec les Hazaras chiites qui combattent en Syrie. Mais et donc cet arc-là, il ne va pas se débander tout de suite. Oui, est-ce qu'il peut faire la même opération pour conclure avec l'Iran, comme avec la Corée du Nord? C'est-à-dire, il est très dur, il veut rompre les relations, il est très fort, puis finalement, il arrive à un accord. À ceci près que les Nord-Coréens étaient plus avancés sur le plan technologique et nucléaire d'une part, d'autre part que les Chinois ont joué un rôle d'intercesseur relativement important et à mon avis dans le sens de la sévérité vis-à-vis de leurs alliés nord-coréens. Et puis 3, là il y a toute une série d'alliés, on parle souvent de l'Arabie Saoudite mais en fait c'est tout cet axe arabe sunnite qui est allié des États-Unis, Israël bien évidemment, et au fond quelque part même la Turquie qui est défavorable évidemment au nucléaire iranien. Donc je ne pense pas que les Iraniens puissent bénéficier entre guillemets de la, je ne sais pas si on peut appeler ça de la patience, ou de la mansuétude, ou de la compréhension d'un Trump à la manière de la Corée du Nord. Donald Trump, justement, ça va être en direct dans un instant dans le 20h Live avec Alain Marchal. Merci.